Illuminati. Oui. Et c'est eux qui tuent immensément en Afrique. Hein. Vous ne voyez pas les dictateurs. Maintenant, c'est devenu les amis des cardinaux, des prêtres. Oui. Et vous verrez certains qui se disent opposants maintenant, hein, en Europe, contre 8% Sassou. La plupart, ils sont derrière des francs-maçons des Illuminati. Et quand vous voulez parler des choses sérieuses, hein, eux, ils vous disent, tu vois, tu vas passer là, tu vas parler dans mon show, mais tu sais, il ne faut pas parler des francs-maçons des Illuminati. Hein. Mais moi, je parle. Parce que Dieu m'a donné une bouche, et 2 yeux, et des oreilles. Tout ce qui est négatif, moi, je dois afficher cela. Parce que la négativité, je ne peux pas l'accepter. Non, non. Car celui qui accepte la négativité est complice. Et moi, je ne veux pas être complice des francs-maçons, des Illuminati de merde. Ceux qui exécutent immensément des vies en Afrique. Nous sommes des loin de Dieu. Dieu nous a mis sur terre. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour faire les crimes rituels. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour tuer nos semblables. Mais la méchanceté. Et l'Africain ne connaissait pas les histoires des sectes là. Mais pourquoi? Pas mal de jeunes Africains maintenant rentrent dans ce domaine parce qu'on leur dit, tu veux devenir riche, deviens franc-maçon. Tu veux devenir riche, deviens Illuminati. Grandement faux. Il y a des Africains qui sont devenus des hommes d'affaires, mais qui ne sont pas rentrés dans ces bêtises. Car quand tu rentres à l'intérieur, tu dois donner tes fesses. Hein? Et la plupart qui donnent leurs fesses, quand ils rentrent chez eux, ils ont du mal de fixer leur femme. Parce que la femme a une force que Dieu a mis en elle. Parce que quand elle regarde son mari, si tu as triché dehors, la femme te dira tu as triché dehors. Parce que la femme, elle a un don que Dieu a mis en elle. Elle détecte, rien que par le regard, elle sait. Voilà. Et les dictateurs sont au service des Illuminati et des francs-maçons. Les dictateurs, quand ils voient des gens qui font des directs, eux tous ils sont là, et ils aiment regarder ceux qui parlent des sujets tangibles. Comme moi, Luthier, hein, parce que moi, Luthier, ils ont demandé à des services de renseignement français d'avoir ma tête. Ils ont demandé à la justice française, il faut à tout prix avoir la tête de ce gars-là. Il faut que vous fassiez tout de lui mettre derrière les barreaux. Mais aucun juge ne va me mettre derrière les barreaux. Aucun. Je suis un citoyen libre. J'ai le droit de m'exprimer. Est-ce que je suis Al-Qaïda? Est-ce que je suis Boko Haram? Non. Je parle avec la bouche. Et j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de pointer de doigt ceux qui tuent chez moi, en Afrique. Car ils tuent au Congo-Brazzaville, ils tuent en RDC, ils tuent au Gabon, ils tuent au Cameroun, ils tuent au Togo, ils tuent au Sénégal, ils tuent partout dans l'Afrique. J'ai le droit de me lever. L'Afrique va mal à cause de cette secte. À cause de ces 2 sectes, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Et à cause de la secte, là, il y a une 3e secte. Hein? L'église de réveil. L'église de réveil. Vous les voyez dans des églises de réveil. Ils ont tous à la main des Bibles. Hein? Hein? Alléluia! Alléluia! Et tous, ils ont des Bibles. Mais faites vachement attention. Ce sont des francs-maçons des Illuminati. Et le pasteur lui-même, il les regarde. Et après, il va voir des nouvelles venant dans son temple de secte. Il va commencer à dire, Dieu m'a dit, j'ai besoin de parler avec vous, madame. Et elle va dans le bureau,
Il est avec la dame, il commence à dire, bon, on va prier, il faut fermer les yeux. La femme prie, ferme les yeux. Et le pasteur commence à mettre sa main à l'épaule de la femme. Elle commence à dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, non, reste tranquille, ferme les yeux. Dieu m'a dit que je dois te parler. Et la femme, ignorante qu'elle est, elle ferme ses yeux. Après, il remet encore ses mains sur la poitrine. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein? L'adultère. Aller avec les femmes des autres. Ce que Dieu condamne. Et l'Africain ne faisait pas cela avant. Mais pourquoi l'Africain a pris le goût de faire cela? Parce que l'histoire des francs-maçons, des Illuminati, on leur dit il faut faire cela. Voilà, la vérité doit être dite. Est-ce qu'il faut rester dans le silence pour la vérité? Celui qui reste dans le silence est complice. On ne peut pas rester dans le silence. Il faut pointer ce qui est négatif. Et moi, j'aime pointer ce qui est négatif. Et je suis fier. J'ai des enfants, j'aimerais pas demain que mes enfants tombent dans ces pièges. Non! Non! Déjà, moi, quand je fais des trucs, j'explique à mes enfants. J'ai dit, tu vois là, fais attention. Déjà, mes enfants, ils font attention avec les églises. Hein. Ils disent, papa, nous, on a Dieu à l'intérieur de nous parce que quand Dieu nous a créés, Dieu nous a mis sa puissance à l'intérieur. J'ai dit, fiston, tu as compris. Ma fille, tu as compris. C'est comme ça. Parce que les églisettes, là, attention. Vous avez des gens qui ouvrent des églisettes. Ils font Alléluia, 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 Alléluia. Mais à l'intérieur de leur églisette, il y a des bébés enterrés à l'intérieur. Ou il y a des têtes des gens enterrés à l'intérieur. Vous voyez? Toujours c'est quoi encore? La franc-maçonnerie, les Illuminati. Voilà ce qui tue l'Afrique. Et ils aiment les crimes rituels. Hein? Car vous voyez tous les dictateurs en Afrique. Toute tuerie que vous voyez, surtout au Congo RDC, quand vous voyez les massacres des femmes, les viols, hein? Ils prennent des lames couteaux, ils mettent à l'intérieur de la matrix de la femme. Mais deux fois vous touchez votre tête, vous vous dites, est-ce que ceux qui font ces actes-là, est-ce que ce sont des êtres humains? Mais la plupart qui le font, ce n'est pas des êtres humains. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, les dictateurs sont allés dans le monde des sirènes. Ils ont fait des enfants avec des sirènes. Parce que les sirènes, quand vous avez des rapports avec une sirène, aussitôt vous avez des rapports avec la sirène, aussitôt elle est enceinte, aussitôt elle accouche. Et les enfants là grandissent d'une rapidité. Et ils sont pleins dans le monde des sirènes. Et quand les dictateurs ont besoin des soldats de la mort, ils vont dans le monde des sirènes et ils ramènent tous ces mondes-là sur la terre des êtres humains. Et quand vous les voyez, ils ont la mine des êtres comme nous, mais ce n'est pas des humains. Ce sont des monstres, des reptiliens, des avatars. Et c'est ceux-là qui commettent des atrocités terribles. Les viols, les fémicides. Oui, en Afrique. Oui. Et les dictateurs, quand ils me regardent, ils se posent la question, mais comment ils connaissent tout ça? Mais je connais tout ça parce que Dieu a mis la connaissance dedans. Dedans. Mon père qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup peur de moi parce qu'il sait que moi, je connais beaucoup de choses. Oui. Les francs-maçons, les Illuminati, la majorité qui font des affaires avec mon père, il travaille avec pas mal de ces mondes pourris là. Ils se connaissent, hein. Et mon père, il connaît. Quand il me regarde, il sait que moi, je connais beaucoup de choses. Oui. Je sais pas mal de choses. Ali Bongo, le PDG des ordures. Hein, à Libreville. Parce que Libreville, partout, il y a des ordures, hein, des tas de poubelles. Parce que Ali Bongo, lui, il appelle Ebola.
il appelle qu'il y ait pas mal de virus pour exterminer le peuple gabonais. À Kinshasa, Hippolyte Kanambe, le Rwandais Tutsi, il laisse aussi des tas de ordures augmentées pour tuer les Congolais. Parce que qui dit aux alentours des tas de poubelles, dit les rats, dit les moustiques, les mouches. Et imaginez, à 0 mètre, il y a des gens qui vendent le poulet, qui viennent vendre à manger les beignets. Et imaginez, les mouches viennent autour. Imaginez. Mais qui nous protège en Afrique? C'est Dieu, hein? C'est Dieu le Tout-Puissant. Parce que sans ça, l'Africain depuis allait disparaître. Hein? Parce que quand vous regardez des choses en Afrique, vous vous dites un vrai semblable. Vous vous posez 1000 questions. Les dictateurs, ils font immensement du mal. La femme qui est la lumière de la terre. Mais ils abusent cette femme, les violent. Ils tuent cette femme. La femme qui devait être respectée. Bonjour à tous ceux qui viennent de rentrer dans le direct. Ça fait mal. Oui, maman, c'est vrai, seul Dieu nous protège. Oui, c'est Dieu qui nous protège. Parce que si on n'avait pas Dieu, nous, on allait disparaître. Et vous voyez dans les boîtes de nuit, hein, les jeunes filles, faites attention aux boîtes de nuit. Faites attention aux bars. Vous voyez, quand j'étais jeune, quand je rentrais dans les boîtes de nuit, hein, j'avais 19 ans, 20 ans. Il y avait pas mal de belles filles qui me regardaient, elles faisaient des sourires. Mais moi, dès que je regardais, je savais celle-là, c'est pas un être, celle-là, c'est un être. Et je faisais attention, parce que dans les boîtes de nuit, vous avez pas mal de démons qui sont dans des boîtes de nuit. Ils prennent la forme de l'être humain, mais ils sont à la recherche des âmes et des esprits. Vous voyez, il y a des gens, ils viennent dans des boîtes de nuit, belles 4x4. Ils sont 2 hommes ou 3 hommes. Des jeunes, hein. Et vous voyez, dans les boîtes de nuit, il y a pas mal de jeunes filles. Ils sont là, ils commencent à commander des champagnes à offrir aux jeunes filles. Et les jeunes filles disent, ah, tu as vu, celui-là, il est venu avec une belle 4x4. Hein. Ça te dit pas, il peut nous inviter au restaurant, il faut qu'on aille avec... Ah, attendez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un, vous venez de voir comme ça directement au restaurant, et il y a pas mal de filles qui sont enlevées. Hein. Et on les tue comme ça. Je n'appartiens d'aucune obédience. Je suis l'être humain de Dieu, moi. Moi, je crois en Dieu le Tout-Puissant et je suis un bantou. Un bantou, c'est quelqu'un qui n'est pas dans des sectes. La vérité trouble les têtes de foi de certaines personnes. Quelqu'un comme moi qui dit la vérité sur des dictateurs, quelqu'un comme moi qui pointe de doigt tous ceux qui dirigent en Europe, aux États-Unis, qui font des crimes, et moi je dénonce cela, hein, dans les transports en commun, je passe, je parle, hein, devant des policiers, devant des gendarmes, il faut avoir des couilles, hein, parce que Dieu a mis une puissance en moi, et eux ils savent que celui-là n'a pas peur, j'ai peur de personne. Président Macron, j'ai fait avant, hein, ces trucs dans les transports en commun, dans les gares, pour que les Français lui donnent le plein pouvoir. Parce qu'il disait, s'il a le plein pouvoir, il va faire beaucoup de bonnes choses. Mais en réalité, on a compris qu'il nous a menti. Donc, je ne fais pas partie d'aucune obédience. Non, je ne suis pas dedans. Si je faisais partie d'obédience, personne n'allait me voir dans les réseaux sociaux. Non. Je suis un activiste des droits humains. Je me bats pour l'être humain. Je suis un résistant qui cherche la libération de l'Afrique, afin que chaque citoyen africain, dès qu'il ouvre le robinet d'eau, qu'il ait l'eau potable. Je ne veux pas voir les bidons en Afrique. Il y a trop de bidons jaunes en Afrique, au XXIe siècle. La honte. Est-ce qu'en Europe, aux États-Unis, il y a des bidons jaunes?
Est-ce qu'il y a des bidons jaunes? Hein? Ici, dès que j'ai besoin d'eau, j'ouvre le robinet, l'eau sort. Et l'eau bien propre. Hein? Pourquoi pas en Afrique? Et pourtant, on a pas mal de fleuves. On a l'eau douce. Le bassin du Congo. Mais il y a problème. Je suis allé à l'école avec certains enfants des dirigeants, des chefs d'État, hein, soi-disant, mais des chefs de la merde. Moi, mon oncle, le président du Congo, le premier président du Congo, c'était mon oncle. Le président Fulbert Yulu. Voilà. Donc la vérité doit être dite. Donc les femmes, faites attention, jeunes filles. Faites vachement attention aux boîtes de nuit. Faites attention. C'est des milieux où ce que Satan, il coiffe. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. C'est maintenant. Hein, là où ce que les gens cherchent immensement des vies à récupérer. Et vous avez des hommes. Il peut aller avec 10 à 20 femmes. Mais il n'est pas fatigué. Dans une journée, vous avez des hommes, ils peuvent aller avec 10 à 20 femmes. Mais il ne sera pas fatigué. Parce qu'en lui, il a des démons. Oui. Parce que Lucifer, Satan, il aime que les gens puissent être là derrière le sexe. Satan est derrière le sexe. Le sexe, l'argent, hein, et les histoires des églises. Satan est dedans. La prostitution, l'église, les sectes, tous ces trois-là, ils sont ensemble. Tous les dictateurs en Afrique, ceux qui tuent, ils sont dans les systèmes obédience, comme ce que vous venez de dire. Ils sont dedans, parce que c'est des francs-maçons, des Illuminati. Voilà. Nous allons suivre quelque chose de très très important. Débarquée au XVIIIe siècle sur le continent, la franc-maçonnerie continue aujourd'hui de fasciner les élites africaines. D'Alpha Condé à Ali Bongo, en passant par Idriss Déby, nombreux sont les chefs d'État à avoir été initiés aux rites et aux enseignements ésotériques de cette organisation à visée universelle. Dans ce nouvel épisode d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba reviendra sur l'influence de la franc-maçonnerie sur le continent et nous expliquera comment les loges africaines demeurent des instruments de domination incontournables pour l'Occident. Bonjour Kémy Séba. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de la franc-maçonnerie en Afrique. Quelle est votre lecture? Alors, très cher frère, il y a énormément de choses à dire lorsque l'on aborde la thématique de la franc-maçonnerie et l'Afrique. On ne peut pas comprendre la puissance de la maçonnerie si on ne comprend pas déjà son historique, son installation et son évolution. Il faut savoir que dans sa vision, la franc-maçonnerie met toujours un point d'honneur à être toujours dans une démarche d'analyse prospective. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une dynamique de prévoir, plutôt pendant que l'être humain, lui ou l'Africain de manière générale, en tout cas, se contente toujours que de voir. Ce qui fait que bien souvent, ils ont été des avant-gardistes sur les changements de société qui arrivaient, d'accord. Ils sentaient, par exemple, certains systèmes qui étaient en train de s'effondrer, et ils ont toujours été des entités qui étaient dans une dynamique d'être des traits d'union entre le passage d'un ancien monde à un nouveau monde, que le nouveau monde soit bon ou mauvais. En 1781, donc à la fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons décident d'installer une première loge du côté de Saint-Louis au Sénégal. Cette première loge est créée, elle se nommait donc Saint-Jacques des Trois Vertus, d'accord, et elle avait pour but déjà d'établir un rapport d'analyse prospective sur la manière dont les choses étaient vécues sur le continent africain, la manière dont le système esclavagiste était solide ou alors était sur le point de tomber, d'accord. En 1824, donc, il y a une autre loge qui va être créée, qui sera donc la loge de la Parfaite Union, toujours dans la même région. Et
très rapidement, donc, les maçons réalisent que le système esclavagiste touche à sa fin. Non pas que ils étaient en opposition frontale, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, hein. Aujourd'hui, ils se présentent comme des abolitionnistes de la période de l'esclavage, mais ce n'était pas tant sur le terrain doctrinal qu'ils étaient contre la servitude, on le verra après, puisqu'ils ont soutenu d'autres régimes qui asservissaient le peuple, mais ils considéraient que, de manière inéluctable, que ce soit sur un terrain économique, que ce soit sur un terrain social, la forme d'asservissement n'était pas quelque chose qui pouvait rester sous ce format-là, dans cette dynamique-là. Il fallait qu'il y ait un changement structurel qui puisse s'opérer. Et donc très rapidement, parce que c'est aussi ça le fort de la doctrine maçonnique, ils ont saupoudré ce changement qu'ils sentaient venir à poindre à l'horizon, ils ont saupoudré ce changement d'une vision humaniste, en disant que c'était l'égalité des hommes qui devait prévaloir et que les Africains étaient les hommes aussi et qu'il n'était pas question qu'ils soient considérés comme des entités inférieures à d'autres. C'était le message de ces derniers-là. On a deux grandes figures de la maçonnerie qui justement se sont fait connaître à cette période-là, qui était donc Monsieur Victor Schœlcher, qui était connu dans les colonies en Amérique comme donc étant l'un on va dire des régents, on va l'appeler comme ça, de cette région. Et il y avait aussi l'abbé Grégoire, d'accord, qui faisait partie aussi de ces prétendus abolitionnistes de l'esclavage, qui étaient aussi plus que jamais des grandes figures de la maçonnerie. Alors, Victor Schœlcher a été celui qui, à qui on a attribué le rôle d'abolitionniste, celui qui a décidé qu'il fallait que les hommes africains et les femmes africaines puissent eux aussi accéder au rang d'être humain, alors qu'en réalité, qu'on soit très clair, il y avait déjà un certain nombre de rébellions qui existaient à l'intérieur des différentes zones occupées, on va les appeler comme ça militairement, politiquement de manière générale. Il y avait un certain nombre de rébellions qui faisaient sentir qu'il était mieux, beaucoup plus stratégique, qu'ils changent leur forme de prédation auprès des populations endogènes pour que l'empire esclavagiste ou le système esclavagiste puisse retomber sur ses pattes. C'était véritablement ça l'état d'esprit qui était le sien. Et pour montrer que la franc-maçonnerie n'était pas habitée donc par cette lumière d'humanité ou d'égalité des races, comme on le dit aujourd'hui de manière publique, lorsque le système esclavagiste est tombé, l'oligarchie du système prédateur occidental avait déjà prévu un autre système pour remplacer l'esclavagisme qui venait de tomber. Ce système-là, c'était la colonisation. Et dans cette colonisation, les maçons qui étaient toujours aux avant-gardes des changements de société ont été encore une fois des figures, plus que jamais, d'instauration de ce système-là. On a quelqu'un comme notamment Jules Ferry, qu'on connaît en France, puisque c'est quelqu'un qui était dans tous nos manuels historiques, dans tous nos manuels d'histoire, dans tous nos manuels scolaires. Et Jules Ferry, le père de l'école française, comme on aime l'appeler entre guillemets, était de ceux qui disaient, il a déclaré de manière publique, on va peut-être en voir précisément sa citation là, mais de manière synthétique, il disait qu'en gros, il ne croyait pas à l'égalité des races, et il pensait qu'il y avait, pour certains peuples, le devoir de civiliser d'autres peuples. Il était nécessaire pour lui que la France, et que l'Occident de manière générale, civilise les barbares africains que nous étions. C'était ça son état d'esprit. Jules Ferry était un franc-maçon. Alors comment peut-on passer, si la maçonnerie est habitée par la volonté de lumière d'établir le système d'égalité des peuples, d'égalité des races, entre guillemets, comment la maçonnerie de Schœlcher et de l'abbé Grégoire devient la maçonnerie de Jules Ferry, une maçonnerie qui devient plus que jamais offensive dans sa volonté d'assujettir les autres peuples et d'établir plus que jamais, d'étendre plus que jamais son pouvoir comme il le faisait. Donc c'est là aussi des choses qu'on doit sur lesquelles on se doit de se questionner si on veut véritablement être les plus efficaces. Kémy Séba, vous avez parlé de figures exogènes de la colonisation, mais il y a quand même des figures endogènes de la colonisation. Bien sûr, il y a des figures endogènes qui malheureusement, bien souvent, avaient le plus sale boulot. On a des personnes qui ont été, d'ailleurs c'est très intéressant de le souligner, qui pendant très longtemps ont été considérées, même à l'intérieur du monde dit africain, ont été considérés comme des personnages respectables, des personnages qui avaient fait un travail, qui avaient contribué à l'histoire de l'Afrique, sous-entendant qu'en fait, quand vous êtes le laquais d'un système prédateur, vous êtes considérés comme des gens qui ont contribué à l'histoire. Ce qui montre quelque part que tant que le lion, justement, n'écrit pas sa propre histoire, ce sera toujours le chasseur qui l'écrira. Donc il y a aussi un devoir de réappropriation historique plus que jamais à faire. On a des personnes comme Blaise Diagne, d'accord, sénégalais de son état, franc-maçon, qui a été dirigeant donc, sous la colonisation au Sénégal, puis qui a été par la suite parmi les représentants au sein du Parlement en France, d'accord, et qui, plus que jamais, a été un assimilationniste dérégulé, quelqu'un qui était un amoureux dérégulé de la France. Il n'aimait plus la France que la France ne s'aimait elle-même, et il a quelque part diffusé cette idée selon laquelle être élevé en tant qu'Africain, c'était quelque part être dans une vision, dans un paradigme qui appartenait à l'oligarchie française,
à la perception du monde telle que celle qui est vécue, vue, reçue et exprimée par l'oligarchie française. Donc c'est quelqu'un qui a laissé une forte empreinte, notamment au sein des élites, d'une partie des élites sénégalaises. De l'autre côté, en dehors de Blaise Diagne, on a aussi eu des personnes comme Félix Eboué, pareil, qui pendant de nombreuses années ont été présentés comme il fut le premier sénateur africain afro-descendant Félix Eboué est un Guyanais à la base, qui a été ensuite envoyé en Afrique centrale, au Tchad, mais qui avait une influence dans toute la région Congo-Brazzaville aussi, exactement. Et Félix Eboué, lorsqu'il a vu la France être attaquée ou colonisée par l'Allemagne, lui-même qui pourtant était un supplétif de la colonisation française en Afrique, là où vous voyez un petit peu la chose, il a soulevé le peuple, non pas pour que ce peuple-là se décolonise vis-à-vis de la France, non, il a soulevé ce peuple pour que ce peuple-là travaille pour la décolonisation de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Donc vous voyez ce que la maçonnerie a pu aussi, de manière idéologique, donner dans l'état d'esprit de personnes qui pourtant étaient éduquées. Des personnes comme Eboué étaient des gens éduqués, ce qui montre toujours que l'éducation et l'intelligence sont toujours deux notions très différentes. Blaise Diagne, Félix Eboué étaient des gens extrêmement éduqués, mais éduqués selon un paradigme qui n'était pas celui qui est en harmonie avec la réalité de son propre peuple. Donc quand on est éduqué par un paradigme exogène, on a toujours plus de chances de servir des intérêts étrangers que des intérêts intérieurs. Et on en revient aussi à un autre adage qui dit que lorsque la maçonnerie est venue en Afrique, aux élites africaines, elle n'a pas appris la doctrine qui est celle qui a inscrit quelque part la vision des droits de l'homme, puisqu'on sait aujourd'hui que les droits de l'homme, c'est une doctrine qui a été inspirée, influencée fortement par la bourgeoisie française et par la franc-maçonnerie. C'est quelque chose qu'on dit très peu, c'est quelque chose qui était pourtant extrêmement présent. Normalement, le triptyque des droits de l'homme, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais aux élites africaines, la franc-maçonnerie française n'a appris que la fraternité. Mais pas la fraternité d'homme à homme au sens d'égal à égal, mais la fraternité maçonnique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté, puisqu'ils doivent décider d'un certain nombre de choses en fonction des ordres qu'ils reçoivent de leurs co-contractants et des personnes qui les cooptent. Il n'y a pas d'égalité, puisqu'il n'y a pas d'égalité entre le colon et le colonisé. Il y a toujours un qui domine l'autre. Mais il y avait une fraternité. Et la fraternité que la franc-maçonnerie a inculquée au sein des élites, c'était une fraternité maçonnique au sens que, en fonction d'un système de réseau, si celui qui te coopte te dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche. S'il te dit d'aller à droite, tu vas aller à droite. Et il y avait véritablement un jeu de marionnettiste, un jeu de marionnettes. Alors, ce que vous dites, donc, on peut comprendre qu'il y a une forte relation entre la France-Afrique et la franc-maçonnerie. Il y a une forte relation parce que de la même façon que la maçonnerie a été à l'avant-garde de l'abolition de l'esclavage quand ils sentaient que ce système était en train de tomber, mais ils ont été des précurseurs du colonialisme, on l'avait avec Jules Ferry, quand ce colonialisme a touché à sa fin, d'ailleurs il faut préciser que bon nombre de personnes qui pouvaient être francs-maçonnes ont rejoint aussi les rangs de manière opportuniste, disons les choses telles qu'elles sont, de la résistance ou de l'indépendance par rapport à ce colonialisme aussi, mais ils ont été, encore une fois, les garants, le ciment de l'établissement du successeur du colonialisme qui a été le néocolonialisme, et dans la sphère francophone qu'on a particulièrement appelé la France-Afrique. Et c'est symbolisé par un seul homme, un parmi tant d'autres, mais un qui a été véritablement le pilier, Jacques Foccart, qui était le père des réseaux maçonniques sur le continent africain, qui était l'homme de De Gaulle, d'accord, qui, lorsque De Gaulle a vu qu'il y a eu cette indépendance qui se propageait sur le continent, que tous les peuples africains aspiraient prétendument à cette indépendance-là, il a demandé à son homme de main des réseaux africains d'activer, par justement ce système de la maçonnerie, un certain nombre de réseaux qui permettraient à ce que la domination française puisse se perpétuer quand bien même le format de cette domination aurait changé. C'est-à-dire qu'en gros, la pièce de théâtre reste la même, seul le décor change. On est passé d'un régime où on avait l'impression qu'on était officiellement en colonisation à un régime où il y a eu des indépendances, mais c'était pas des indépendances de fond, c'était des indépendances de forme. Et bon nombre de gens, c'était là aussi une des spécialités. Je pense qu'il faut qu'on prenne une grande attention à essayer de comprendre le mécanisme de la maçonnerie, sa capacité à séduire des élites qui ne sont pas forcément toujours systématiquement mauvaises. Beaucoup de maçons beaucoup d'Africains sont rentrés dans la maçonnerie, ou d'Afro-descendants sont rentrés dans la maçonnerie, étant séduits par l'humanisme présenté tel quel, parce que l'Africain a un réflexe extrêmement présent lorsqu'il s'agit d'être dans la dynamique de l'universel. Par essence, nous sommes souvent trop dans l'universel, beaucoup plus que les autres qui nous ont, entre guillemets, prétendument parlant, enseigné cet universalisme-là. De telle sorte que lorsque des sociétés secrètes qui ressemblent sur certains points aux sociétés traditionnelles africaines qui
in fine, on finit par perdre de leur influence à cause de l'industrialisation des villes et tout ce qui s'ensuit, eh bien, beaucoup de personnes lettrées ou éduquées sont rentrées dans la maçonnerie pensant que c'était quelque chose de positif à la base et n'ont pas forcément vu le danger qu'il y avait dans cette loge qui n'a rien de positif en réalité pour le continent africain. Donc, dès qu'elle voit une société qui est trop fermée, une société qui veut sa souveraineté, la maçonnerie est toujours dans une optique d'être dans la démarche d'ouvrir ces portes-là de manière générale. Quand des régimes deviennent trop orientés vers une vision de liberté, vers une vision d'autodétermination, vers une vision de libération du peuple, vers une vision de souverainisme accru, la maçonnerie active ses réseaux de telle sorte que la prise en charge par le peuple soit quelque part régulée, d'accord, et qu'on revienne dans une dimension qui rend la réflexion politique non pas fortement endogène, mais extrêmement universalisable. Et c'est toujours universalisable dans une perception des choses qui est en harmonie avec les intérêts de l'oligarchie française et par extension de l'oligarchie occidentale. Merci Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, cher frère. On se retrouve pour le prochain numéro d'Info Pertinent. S'il plaît à Dieu. Voilà. Voilà. La vérité doit être dite. Donc les francs-maçons, les Illuminati, ils se disent propriétaires de l'Afrique. Parce que nous, le peuple africain, nous devons comprendre sérieusement que nous ne sommes pas sortis du gouffre. Quand vous écoutez des dirigeants européens en train de dire « Oh, l'esclavagisme a été aboli ». Grandement faux. Grandement faux. Les chaînes, on ne voit plus les chaînes. Hein. Mais les menottes, on les voit. Hein. Les menottes que vous voyez que les policiers mettent sur des gens. Ou les gendarmes qui ont des menottes, ils mettent sur des gens. Mais c'est une forme d'esclavagisme. Mais ils ont eu ça où? Par rapport à l'esclavagisme d'hier. L'esclavagisme n'est pas fini. Aujourd'hui, il y a des chaînes qui sont à l'intérieur de la tête de l'être humain noir. On lui fait comprendre que c'est un esclave. Regardez, vous avez bac plus 5, bac plus 10. Vous sortez de l'école, vous avez besoin d'un travail. Vous faites un CV. Vous prenez le CV, vous avez plusieurs CV. Vous commencez à aller dans des entreprises comme Areva, Total ou Bouygues ou France Télécom. Vous arrivez, vous êtes une jeune super belle fille. Alors, vous voulez avoir un petit travail pour vous faire un peu du fric. Alors, vous rentrez dans ces entreprises, vous donnez vos CV. Le manager, il vous regarde. Le manager dit, ah, vous cherchez du travail, il vous regarde du pied jusqu'à la tête. Oui, je cherche du travail, monsieur. Ah oui, je suis le manager ici. Vous avez un moment là, vous pouvez venir dans mon bureau. Et la jeune fille, elle va dans le bureau. Et le manager, il regarde le CV. Et il va dire à la jeune fille, ah d'accord, c'est intéressant votre CV, mais vous savez, j'étais vraiment ébloui de vous dès que je vous ai regardé, le premier regard. Hein. Ça vous dirait, par exemple cet après-midi, que je vous invite qu'on prenne un verre. Et la jeune fille, elle se dit, oh, vu je cherche du travail, d'accord. Il va dire d'accord. À quelle heure? À 13h10 ou 13h20, ça vous arrange? D'accord. Elle part. Elle donne ses coordonnées, hein? Son numéro de téléphone. Et le manager, il appelle. 13h20, 13h10, il se retrouve. Or que ce manager lui-même est un franc-maçon ou Illuminati. Il est bien habillé, costume, chaussures qui brillent, hein, comme Dracula. Oui, Dracula, oui. Les films des vampires, hein. Alors, il arrive, resto, il fait sortir du fric, il paye la fille la boisson, la leur manger, tout. Et la fille, elle se dit, ah,
En tout cas, c'est quelqu'un, il est intéressant. Directement, il commence à tomber casse du gars. Or qu'elle oublie que le gars, elle ne connaît pas le gars, elle vient de rencontrer, c'est un manager qu'elle a vu dans une entreprise. Mais est-ce que l'entreprise lui appartient? Non, lui-même on l'a embauché. Donc le PDG de l'entreprise de Areva, ou de Total, ou de France Télécom, ou de Bouygues, ce sont des francs-maçons. Mais entre les francs-maçons et les Illuminati, ils ont ce qu'on appelle frottage des fesses. Donc le manager, vu lui-même, on avait frotté les fesses. Donc, il fait tout de pouvoir avoir des rapports avec cette jeune fille. Et il a eu ce qu'il voulait. Hein. Et la fille, en croyant qu'elle a essayé eu un copain, oui, un copain qui a du fric, elle se dit tout le temps, ils vont se voir. Mais le gars, après, il ne veut plus voir la fille. Et elle appelle. Il dit, non, je voulais juste voir ton corps, et j'ai eu ce que je voulais, bye bye. Et c'est comme ça que pas mal des francs-maçons et des Illuminati fonctionnent. Or, en ayant eu à avoir des rapports avec cette fille, il a laissé des petits démons dans la fille. Et la fille va aller avec d'autres garçons, elle va donner encore des petits démons aux autres. Et c'est comme ça que Satan s'éparpille un peu partout, dans les corps des gens. Voyez la vérité? Ce que je vous explique là, même un professeur à l'université ne pourra pas vous expliquer cela. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que les démons fonctionnent. Et les dirigeants africains, soi-disant présidents, mais qui sont que des moutons de l'Europe et des restes des Occidentaux, ces dictateurs ont pas mal de démons en eux. Et ils font tout pour avoir des rapports avec pas mal de jeunes filles. Et des jeunes filles qui ont l'âge de leur nièce, qui ont l'âge même de leur fille. Imaginez. Sassou Nguesso, par exemple, du Congo, monsieur 8%, excusez-moi, monsieur 8%, qui n'a pas gagné aux élections. Il va avec des jeunes filles hein, qui l'enceintent. Des jeunes filles, par exemple, qui ont mon âge, ou des jeunes filles qui ont l'âge de ses nièces, ou l'âge de mes nièces. 19 ans, 20 ans, 21 ans. Il va avec des jeunes filles comme ça, et il l'enceinte. Hein. Vous voyez la bêtise des francs-maçons et des Illuminati? Et c'est des grands tueurs. Ils ont pas mal de maîtresses, hein, les dictateurs en Afrique. Leurs députés ont pas mal de maîtresses. Vous verrez en Afrique, il y a un député, il a 30 à 40 maîtresses. Imaginez, un seul homme. Mais un grand gigolo. Hein? Et il faut voir, toutes les femmes, il leur met à l'aise, hein, soi-disant, mais avec l'argent volé du peuple. Pas son argent, mais l'argent du peuple. Imaginez, il y a pas mal de dictateurs qui le font. Et les députés, hein, voleurs des biens du peuple. Voilà pourquoi en Afrique, les enfants, ils n'ont pas des bancs, ils sont assis en plein sol. Vous avez des femmes qui vont à l'hôpital pour mettre au monde, et il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Imaginez, une femme qui met au monde un bébé en plein sol. Hein? Imaginez. Il y a eu des femmes comme ça qui ont perdu leur vie au Gabon, ou au Congo-Brazza, ou en Centrafrique, ou dans d'autres pays africains. Pas de lit. Imaginez. Moi, j'ai vu à l'hôpital militaire, quand on m'avait opéré au Congo-Brazza en 2005, j'ai vu des femmes et des bébés à terre. La femme prend le pagne, elle met à terre, elle est allongée à terre. À l'hôpital, hein. J'ai vu ça, j'ai dit non. Et pendant ce temps, mon pays, le Congo-Brazzaville, producteur immensément du pétrole, hein, vous avez les bateaux qui viennent tout le temps, hein, accostés à la mer de Pointe-Noire. Hein. Ils prennent des milliers de conteneurs de pétrole et ils vont avec. Des tonnes et des tonnes.
Hein? Et il y a même des bateaux fantômes. Ils viennent, ils prennent le pétrole et après, il n'y a plus de suivi, ça disparaît. Parce que des enfants des dictateurs Sassou ont des bateaux fantômes. Travaillent avec des entreprises frauduleuses pour voler le pétrole. Parce que pour eux, le pétrole, c'est à eux. Voilà. Mais il y a trop de choses. Donc, jeunes filles, ne soyez pas complexées des gens que vous voyez avec des super belles voitures. Hein? Mais quand vous allez chercher à savoir réellement, mais c'est des pauvres types. C'est des gens qui vivent, qui sont des neveux des dictateurs, hein? Soi-disant présidents, mais ils ne sont pas présidents. Ce sont des moutons de la loge de France. Car la majorité des Africains, soi-disant présidents, ont donné leur fesses. Hein? Parce que quand tu deviens maçon, il faut qu'on baptise ton derrière. Et pas mal été baptisé. Hein? Hein? Fesses et fesses. Ah oui, homme et homme. Voilà pourquoi, en France, François Hollande, que j'avais surnommé Hollande la pute, ancien président soi-disant de France, mais un tordu, un psychopathe, un mythomane. Il avait dit Sassou peut consulter son peuple. Or Sassou n'a pas de peuple. Et Hollande est dans beaucoup de dossiers de la mafia des minéraux en RDC. Il est dedans, Hollande, François Hollande la pute. Les massacres qui se passent au Congo RDC, il est dedans. George Bush Jr., il est dedans. Clinton, il est dans les génocides et les viols en RDC. Clinton, l'ancien président. Hillary Clinton, championne dans les meurtres qui se déroulent en RDC. Oui, la vérité doit être dite. Et vous voyez, ce sont des Illuminati. La statue de la liberté que vous voyez aux États-Unis, il y a pas mal qui aiment aller prendre des photos sur cette statuette. Mais c'était un cadeau offert par la Loge de France aux États-Unis. Oui. Il y a des documentaires. Allez sur YouTube, vous frappez, vous verrez. Hein? Les gens avec la technologie, il y a la technologie. Les gens doivent s'intéresser à s'informer. Mais vous savez ce que les gens préfèrent? Ils préfèrent être là, communiquer avec des filles. Derrière les réseaux sociaux. Or, celle qui te montre le visage d'une fille, es-tu sûr vraiment que c'est une fille? Parce qu'il y en a, vous voyez, tu dis c'est une fille. Mais attention, mais quand vous allez vous rencontrer, vous allez être dans une table de restaurant ou dans une chambre, mais vous allez vous couper des coups, bah, bah, parce que l'homme va se rendre compte, you going, il va se rendre compte que non, c'est un homme. Attention. On va suivre autre chose. La vérité triomphera. Franc-maçonnerie, ces présidents africains initiés à des loges. Macky Sall, Sénégal, non, la rumeur pourrait.
dañoo am communiqué bu ñu defal yóbbu ko Sud FM pour ñu jàll ñu communiqué communiqué bi. À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de la franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge nationale française, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au grade d'apprenti cette respectable loge de Saint-Jean. Nous sommes dans un temple maçonnique de la région parisienne. Ce type de cérémonie secrète a lieu 2 fois par mois. Il n'y a que des francs-maçons dans cette pièce. On les appelle aussi des initiés. À titre exceptionnel, nous avons pu les filmer. Que la sagesse préside à la construction de notre édifice. Les francs-maçons sont vêtus d'une tenue. Un tablier, symbole du travail, des gants blancs, synonymes de la pureté. Les sautoirs qu'ils portent autour du cou représentent le grade des principaux responsables de la loge. Pour les frères, la franc-maçonnerie est avant tout une initiation spirituelle et symbolique, un parcours initiatique censé développer la sagesse personnelle tout en faisant progresser les grandes idées humanistes. La Grande Loge nationale française est l'une des principales obédiences maçonniques. Ses membres croient en Dieu et commencent toujours leurs travaux après avoir ouvert la Bible. Les francs-maçons consacrent leurs réunions à débattre de toutes sortes de questions de société. À moi, mes frères, par le signe de la batterie de l'acclamation écossaise. Osez, osez, osez. Prenez place, mes frères. Leurs idées, les francs-maçons les poussent depuis toujours dans les cercles de pouvoir. Un travail d'influence au plus haut niveau de l'État. Nous sommes à l'aéroport de Pau. Un petit groupe d'hommes attend. Tous ont un point commun, ce sont des francs-maçons. Ils sont venus accueillir un hôte de marque. On va aller l'accueillir. L'hôte de marque en question est Pierre Lambicki. Médecin, cardiologue de profession, cet homme au look passe-partout est le personnage le plus important de la franc-maçonnerie en France. Pierre Lambicki est le grand maître de la principale obédience du pays, le Grand Orient de France. Le Grand Orient est laïque, plutôt classé à gauche, et compte près de 50 000 adhérents. Pierre Lambicki consacre tous ses week-ends à promouvoir les valeurs de son obédience auprès des responsables politiques locaux. C'est pas les berlines de la République, hein. Vous avez remarqué? Ce jour-là, Pierre Lambicki et son équipe doivent être reçus par le maire de la ville. Nous sommes quelques jours après l'abandon d'un fichier policier très controversé, le fichier Edwige. Ce projet, les francs-maçons l'ont combattu. Ils considèrent le retrait du fichier comme leur victoire. Tu as vu que dans le bulletin officiel de hier ou de ce matin, dans le journal officiel, le fichier Edwige a été retiré. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Le fichier Edwige, c'était ce fameux projet de fichage des citoyens susceptibles de nuire aux libertés publiques. Le Grand Orient a été en pointe pour dénoncer ce texte élaboré par le ministère de l'Intérieur. C'est vraiment atteint l'objectif que tu avais bien défini avec les arguments nécessaires. Là, c'est un sujet de satisfaction. C'est une grosse machine, le Grand Orient de France? Si vous prenez les 50 000 maçons du Grand Orient de France, plus toutes les autres obédiences, on arrive facilement à 140 000 personnes.
Donc et des gens qui sont des têtes de relais dans la société. Donc ça commence à faire pas une force, mais une composante avec laquelle il faut discuter quand même. Avant de se rendre à la mairie, rapide passage à l'hôtel pour déposer les bagages. Parfait. Il y a un lit. Plein d'attention, les frères de la ville ont prévu un petit cadeau pour leur grand-mère. Voilà. Vous voyez? Je suis nourri, abreuvé, à la fois de la nourriture spirituelle et de la nourriture terrestre. Et j'ai la fraternité. C'est pas beau? Direction la mairie pour la visite officielle. Face à la première dame de la ville, Pierre Lambicki va évoquer les derniers combats de son obédience. Le grand maître est très fier de revenir sur la suppression du fichier Edwige et sur sa rencontre pour l'occasion avec le ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie. Moi, je suis assez satisfait parce que, vous savez, 2 jours après mon élection, j'avais parlé d'Edwige sur les autres et Mme Alliot-Marie m'a téléphoné pour me dire pourquoi j'étais inquiet. Donc, j'ai un peu atterri parce que, comme vous, tout l'été, on avait signé des pétitions, mais à première vue, ça n'intéressait personne. Durant une vingtaine de minutes, le maire et la délégation du Grand Orient auront évoqué différents thèmes touchant aux grandes questions de société. C'est un courant de pensée philosophique qui compte dans le débat public, et notamment dans les débats de société, comme vous avez pu le constater à travers l'échange que nous venons d'avoir. Et donc c'est à ce titre-là que je les reçois et que je les reconnais. Vous pensez que la franc-maçonnerie, d'une façon générale, peut avoir une influence sur une élection municipale? Ça peut jouer? Ça peut influencer certains cercles, ça peut encore, oui, je crois. Non, c'est toujours intéressant de rencontrer des élus de la République parce que il va rester toujours quelque chose de ces entrevues, vous savez. Elle va se rappeler, vous savez, c'est plus simple de communiquer directement par la voix et par la présence que d'envoyer un texte qui est abstrait. Là, elle a vu, et là, il se tisse, vous savez, je le redis souvent, la maçonnerie, c'est une question d'humain. Et là, il se tisse des liens, c'est la 3e fois qu'elle reçoit le Grand Orient de France, donc ça veut dire qu'il s'est tissé quelque chose. C'est une initiée? Non, pas du tout. Et même si ça l'était, on ne vous le dirait pas. Mais la journée n'est pas terminée. Les francs-maçons du département... Vous voyez, ils cachent leur visage, hein? Pourquoi ils cachent leur visage? Les gens doivent connaître les visages. Vrai ou faux? Eux-mêmes, ils ont eu à dire tout à l'heure, non, dans une vidéo que j'avais mis, non, que les francs-maçons ne cachent rien, mais ils cachent. Ils se cachent. Parce que vous voyez les visages qu'on vous cache là. Il y a des juges, hein, il y a des avocats, hein, qui sont des francs-maçons. Les gens qui aiment condamner les gens, 20 ans, 30 ans, 15 ans d'emprisonnement. Hein? Mais toi, tu es qui pour condamner l'autre? Tu es qui? Et vous regarderez bien, la plupart de ces juges-là, qui aiment condamner les gens, on leur a déposé des dossiers sur des affaires des disparus du beach. Au Congo-Brazzaville, jusqu'aujourd'hui, les affaires n'ont jamais vu de résultat. Pourquoi? Parce que la majorité travaille pour les dictateurs. Et on fait tourner les affaires, hein, des années en années. Est-ce que l'affaire de la Yougoslavie, pendant la guerre, les Serbes, tout ça, est-ce que ça met du temps? Non. Mais pour les disparus du beach, ça met du temps. L'affaire du Congo-Brazzaville. Des gens qu'on a mis dans des conteneurs, vivants, on a mis dans le fleuve. Des gens qu'ils ont pris, ils sont allés enterrer à Mpila. Puis au-dessus, ils ont construit des maisons. À Oyo, ils ont enterré des gens et ils ont construit des bâtiments en haut. Mais attendez, mais c'est grave. Et cette affaire est au tribunal de Paris. Jusqu'aujourd'hui, pas de suite. Pourquoi? Parce que Sassou, c'est la pute de l'Élysée.
Sassou, il arrive en France, on lui met tapis rouge. Mais pendant ce temps, il est dans des dossiers à faire DC-10 UTA en plein air. Bah! Oui, DC-10 UTA, 1989, dans les oublis. L'Élysée, chaque président qui sont rentrés à l'Élysée, ils ont oublié. Mais Mitterrand, qui avait en effet Sassou Nguesso du pouvoir, il avait dit, hein, pas question de ramener ce cafard. Mais qui a ramené ce cafard? Jacques Chirac. Et vous verrez le musée qui est de Bromley, le musée Jacques Chirac. Il y a les statuettes de nos ancêtres qui sont là-bas, qui sont des prisonniers, parce que l'Afrique n'avance pas. L'Afrique, toute la connaissance, elle est dans ces musées-là. C'est des prisonniers. Au Vatican, on a nos statuettes, les masques de nos ancêtres sont au Vatican même. Aux États-Unis, dans leur musée, il y a des masques africains de nos ancêtres. Oui, et on suivra tout à l'heure Léopold II, son discours, quand il avait dit aux missionnaires, dites aux Africains tout ce qu'ils ont comme fétiche, c'est pas bon. Prenez tout cela et allez remplir vos musées. Ah, les bons conseils de Léopold II, hein? Et aujourd'hui, ce que l'Europe est en train de faire, la communauté internationale, c'est bien ce nom-là, communauté internationale, mais tous des Illuminati, des francs-maçons, des grands assassins au Gabon, des grands assassins au Cameroun, des grands assassins au Togo, des grands assassins en Côte d'Ivoire, des grands assassins en Centrafrique, des grands assassins au Congo RDC. Ils tuent immensement. Oui. Les francs-maçons, les Illuminati, ils se disent patrons des êtres humains en Afrique. Mais c'est une secte, on doit s'occuper d'eux. Peuple africain, la libération de l'Afrique, elle peut se faire que si on écarte les francs-maçons des Illuminati. Mais parce qu'on ne peut pas dire on va dégager Ali Bongo, on va dégager Sassou, on va dégager Kabila, on va dégager les Paul Kagame et tous les dictateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les francs-maçons et les Illuminati? Hein? Mais il faut qu'on finisse avec ces sectes, parce que tant qu'il y aura des virus de ces sectes parmi des opposants, hein? Mais on va toujours être dans le même calvaire. Parce que moi, le Tché africain, quand je regarde les gens qui sont des opposants soi-disant, je me méfie de pas mal, hein, parce que pas mal ce sont des francs-maçons. Regardez bien leur tête, regardez comment ils s'habillent, hein, costumes brillants, chaussures brillantes, des avatars, des reptiliens. Il y a pas mal qui ont signé, hein, ils ont coupé leurs doigts, ils ont signé avec leur sang pour devenir riches, avoir l'argent facile. Oui, parce qu'avec Satan, tu coupes ton doigt, tu fais saigner ton doigt et tu signes. Il va te donner tout ce que tu veux. Il y en a qui ont beaucoup d'argent à partir des trous des toilettes. Hein. L'argent sort. Hein? Il y en a qui ont de l'argent à partir d'un meuble qu'ils ont payé. Hein? Et ils ont amené dans le monde mystique. Satan leur a dit, à tout moment que tu vas vouloir de l'argent, tu invoques et l'argent va sortir dans les tiroirs. Oui, parce que Satan est une entreprise où il imprime les billets, les dollars, l'euro, tous les billets. Et il y a des gens, ils ont besoin d'argent, ils vont dans les toilettes, ils demandent à la sirène des toilettes. Hein? Jacqueline, elle s'appelle Jacqueline. Hein? Hein? Il y a des francs-maçons qui doivent me suivre, ou des Illuminati, ils doivent se dire comment ils connaissent ça. Mais je connais cela parce que Dieu a mis beaucoup de connaissances dedans. Dans ma tête, il y a des gens, ils vont dans des toilettes, ils s'appellent Jacqueline. Jacqueline, j'ai besoin d'argent. Oui. Hein? Les trous des toilettes. Il y a des grands sorciers, hein, des grands démons, mais qui ont fait même aussi des témoignages sur les toilettes. Les toilettes. Hein? Les toilettes que vous voyez des maisons là. Hein?
Ou les toilettes en Afrique avec des trous, là. Faites attention de ces toilettes-là. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein? Les toilettes. Donc nous avons deux trucs. La franc-maçonnerie et les